Mais d'abord, cet enlèvement dans le sud, 3 jeunes du village de Niadiou sont portés disparus dans la forêt. Ils auraient été enlevés par des hommes armés. L'armée saisie a très tôt lancé des recherches. Boubacar Diassi. suñu sukkandikoo ci suñuy xibaar lépp a ngi tàmbali dimanche gannaaw ba gën góor bi atam tollu ci fanweer ak juróom bàyyi ko dëkk kaw bi ñu naan Niadiou digganteem ak frontière bët saalum réewum Guinée-Bissau tolluwaay bi doon juróomi kilomètre Niadiou ne. Toutes nos excuses, l'élément étant wolof, nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous le disais en titre, le procureur de Mbour requiert 2 ans de prison ferme contre Mamadou Lamine Faye, le papa de l'adolescent Doudou disparu en mer. Souvenez-vous, son histoire avait ému tout le Sénégal. Son père l'aurait embarqué dans cette aventure périlleuse. Le verdict du tribunal est attendu le 8 décembre prochain. Selon l'avocat de la défense, Mamadou Lamine Faye et ses co-prévenus doivent être considérés comme des victimes du contexte social. Nous l'écoutons avec notre équipe à Mbour. 2 chefs d'infraction ont été retenus contre les 3 prévenus, à savoir la complicité de trafic de migrants et la mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons plaidé le dossier. Tous les 3 ont clamé leur innocence. Le procureur a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais nous, à notre niveau, nous avons bon espoir qu'effectivement, ils seront innocentés par le tribunal et ils seront libérés au moment du prononcé du délibéré. Moi, je ne les considère pas comme des délinquants, je les considère comme des victimes de la société. Je les considère également comme des victimes des politiques publiques. Je les considère également comme des victimes du contexte social. Les parents sont victimes au même titre que leurs enfants. Et pour le cas de Mamadou Lamine Faye, vous vous rendez compte qu'effectivement c'est quelqu'un qu'on a arrêté et dont le fils a péri en mer. Le fils a péri. Aujourd'hui, la société, le tribunal, la famille, tout le monde doit lui donner cette possibilité de faire son deuil. Faire le deuil de son enfant, également faire en sorte que la mémoire de son enfant soit respectée. La mémoire de son enfant, pour qu'elle soit respectée, ce n'est pas d'attraire son père devant les juridictions répressives. Ce n'est pas de dire que son père est diabolique et doit être diabolisé, mais c'est de dire que son père est victime de la société. Lutte contre l'émigration clandestine, le directeur général de l'Agence pour la promotion des sites industriels demande aux jeunes de s'investir justement dans ces sites industriels. Selon lui, ces sites regorgent d'emplois à pourvoir. Tenter l'immigration, tourner le dos à un métier au Sénégal que vous allez accepter en Europe est une aberration selon Momad Ba, interrogé par notre équipe à Kaolack. Mais nous avons créé beaucoup d'emplois, mais nos jeunes souvent ont une vision autre. C'est vrai que les centres de formation, pour répondre à votre question, sont là. À Nioro, nous avons un des plus grands centres de formation professionnelle. Qui dit centre de formation professionnelle dit donc réalisation pour maintenir les jeunes, pour leur donner de la capacitation et également de leur donner la possibilité de s'intégrer. Il y a les autres unités industrielles qui sont là, mais je disais que l'essentiel pour notre jeunesse, c'est d'être sensible à une chose. Il est mieux de se réaliser chez soi que d'aller tenter l'aventure. Je reconnais que dans le cadre de certains travaux, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui font ces travaux que les Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on ne les implique pas, c'est parce qu'ils choisissent de faire autre chose. Vous pouvez faire cette analyse, vous pouvez regarder, mais notre jeunesse doit davantage s'impliquer en se disant que bien, rien n'est facile. Mais si vous admettez de faire certains travaux à l'étranger et vous ne l'acceptez pas de le faire chez soi, moi je dis ce langage de vraiment franc, et je le remarque. Dans les chantiers, il y a beaucoup de non-sénégalais. Nous n'avons rien, nous ne voulons pas dire que bon, les étrangers ne doivent pas travailler, mais nous pouvons dire que certains Sénégalais refusent certains travaux et qu'ils vont aller faire ailleurs. Alors maintenant, dans le Sénégal oriental, à Tambacounda, où l'on note une persistance des violences faites aux enfants dans la commune de Dialokoto. Les mutilations génitales féminines et les mariages précoces se pratiquent encore dans cette zone. Le conseil municipal des enfants a initié une marche suivie d'une remise de mémorandum au maire de la commune. Voyons tout cela avec Moussa Omar Gueye.
Dialokoto, 70 km de la commune de Tambacounda, sur la route de Kédougou. Ici, le conseil municipal des enfants monte au créneau pour dénoncer les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et les punitions humiliantes physiques. Un mémorandum a été remis au maire de la commune de Dialokoto. Nous, l'enfant de la commune de Dialokoto, subissent toujours des pratiques. Monsieur le maire, nous sollicitons auprès de votre haute responsabilité une prise de mesures au niveau communal qui interdise ces pratiques citées plus hautes. Violence Against Children, bon, c'est un truc anglais, mais c'est-à-dire c'est un projet de lutte contre les violences faites aux enfants. Les villages ou chefs de quartier, les imams, les leaders communautaires ont participé à ces rencontres-là qui nous ont menés aujourd'hui au niveau de la mairie pour essayer vraiment de transmettre, de faire ce plaidoyer au niveau de la mairie. Il faut noter que d'importantes mesures sont déjà prises par Bafodé Dramé, le maire de la commune de Dialokoto, pour apporter une réponse face aux préoccupations des enfants. Au niveau de la mairie, et depuis notre installation, nous avons organisé des audiences foraines pour au moins attribuer, faire bénéficier aux enfants les actes de naissance. Et nous allons davantage renforcer le comité de protection des enfants. Après Tambacounda et Dialokoto, le conseil municipal des enfants compte remettre son mémorandum dès le vendredi prochain au maire de la commune de Missira. Merci Moussa Omar. L'autre grand titre de cette édition, perturbations en vue dans le secteur de la santé. Des agents comptent organiser une marche de protestation vendredi. Ils récusent le mode de reclassement des techniciens supérieurs en santé. Ces professionnels demandent aussi l'application du système LMD dans les écoles de formation en santé, comme recommandé selon eux par l'Organisation ouest-africaine de la santé. El Haj Souley Lo est le président de l'Association des techniciens supérieurs en imagerie médicale. Nous l'écoutons avec Mamadou Fall. Le principal problème, c'est le problème du reclassement des techniciens supérieurs de santé. Parce que les techniciens supérieurs de santé sont des agents qui sortent avec un diplôme qui équivaut à Bac plus 5. C'est-à-dire que c'est des infirmiers d'État et des sages-femmes d'État qui ont fait Bac plus 3 et qui reviennent à l'école pour faire 2 ans de formation. Donc tout cela équivaut à Bac plus 5. Mais sur le terrain, on a vu que ils sont reclassés au niveau B2, c'est-à-dire hiérarchie B2. Or, ils devraient être à la hiérarchie A. Donc ça, c'est une première revendication. Et la deuxième revendication, c'est que c'est l'application du système LMD au niveau des écoles de formation en santé. Parce que c'est une recommandation de l'Organisation ouest-africaine de la santé qui recommande à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest d'appliquer le système LMD. Et jusqu'à présent, ceci date de 2009, jusqu'à présent, au niveau du Sénégal, ce n'est pas appliqué. Nous allons d'abord faire une marche. À la suite de cette marche-là, nous allons évaluer est-ce que les autorités vont réagir ou pas. À la suite de cette évaluation, nous verrons comment maintenant mener d'autres actions. L'actualité, c'est aussi la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Ce mardi, au Sénégal, le taux de prévalence est de 0,5%. En revanche, l'épidémie se concentre dans les groupes vulnérables. Le thème de cette édition est solidarité mondiale et responsabilité partagée. C'est ce qui explique que dans le contexte de la pandémie actuelle, les institutions engagés dans la lutte contre le sida au Sénégal ont dû réadapter leur programme pour empêcher la contamination des personnes vivant avec un handicap et par la même occasion participer à la lutte contre la Covid-19. Iboudouf, Pape Sango Dembaye. Convier les différents acteurs engagés dans la lutte contre le sida autour d'un concept. Les villages communautaires, une manière de célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, les manifestations vont se tenir dans un contexte de la Covid-19. Les budgets qui avaient été prévus au départ pour la lutte contre le sida, finalement, nous les avons réorientés vers le Covid. Nous avons mobilisé plus de 10 000 volontaires au niveau de la région de Dakar. Nous avons visité plus de 450 000 familles et nous avons donné des services directs à plus de 145 000 personnes. La pandémie de la Covid-19 a monopolisé l'attention du monde entier, d'où l'importance de soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida à faire face. Les personnes infectées par le virus du sida ont déjà un état immunitaire fragilisé. Nous avons fait en sorte, en tout cas dans un premier temps, de faciliter l'accès aux soins pour eux, notamment l'accès aux médicaments, en favorisant d'abord ce qu'on a appelé des distributions communautaires, en faisant ce qu'on appelle des stratégies différentielles,
pour leur éviter d'être en contact régulier avec les structures impliquées dans le cadre de la prise en charge du Covid-19. Contre le VIH-Sida et Journée mondiale de la lutte contre le sida, le thème de cette année, solidarité mondiale et responsabilité partagée. Ceci montre aussi l'importance du soutien des partenaires financiers. À cet effet, nous accompagnons le programme de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, mais surtout comment combler les gaps par rapport au sous-dépistage des enfants et à leur prise en charge. Donc à cet effet, nous avons appuyé de concert avec les autres partenaires. Journée mondiale de lutte contre le sida. Il s'agit de remobiliser tous les acteurs autour de la notion de solidarité envers les personnes vivant avec le VIH-Sida pour casser la chaîne de transmission. Merci Bou, et on continue d'en parler tout à l'heure. Le professeur Cheikh Tidiane Ndour, chef division Sida IST au ministère de la Santé, sera l'invité d'Aram Touré dans Soir d'Info. C'est l'un des secteurs les plus impactés par la Covid-19. Le secteur du tourisme, du transport aérien en particulier, est en chute libre depuis le début de la Covid-19. En mai 2020, 4800 passagers ont été enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne contre 160 000 voyageurs en mai 2019. Pour relancer le secteur, la diversification de l'offre et la promotion du patrimoine local sont les priorités du ministère en charge du tourisme et des transports aériens. Le projet de budget du ministère a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On voit tout cela avec Mohamed Samb et Youssou Barro. Les travaux du BRT tournent en plein régime avec le lancement de la libération des emprises des sections restantes. Les engins n'ont rien laissé sur leur passage de Colobane à Liberté 6. L'objectif, maîtriser le plus tôt possible l'un des projets les plus importants du Sénégal. Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui consiste à libérer les sections 4 à 9 du BRT. Donc nous sommes là au niveau de la place ONU pour commencer la libération des emprises. Vous avez vu remarquer que c'est des maisons, voire des immeubles qui ont fait l'objet bien sûr de démolition. Les arbres également, je préfère le dire tout de suite, feront l'objet en tout cas d'abattage. Parce qu'on ne peut pas mettre la route ailleurs. Un projet d'un coût de plus de 300. Toutes nos excuses, c'était là plutôt la libération des emprises sur le tracé du BRT qui se poursuit. Nous y reviendrons dans un instant, mais je vous le disais, le secteur du transport aérien, du tourisme est en chute libre depuis le début de la pandémie. Les chiffres sont parlants. En mai 2020, 4 800 passagers ont été enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne contre 160 millions de voyageurs en mai 2019. Pour relancer le secteur, la diversification de l'offre et la promotion du patrimoine local sont les priorités du ministère en charge du tourisme et des transports aériens, dont le budget a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mohamed Samb et Youssou Barro. En 2021, une augmentation de 62% du budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens sera effectuée en vue d'accompagner ces deux secteurs frappés par la Covid-19. Pour Alioune Sarr, l'impact de la pandémie est palpable. Au mois d'avril 2019, le nombre de passagers était de 205 753 passagers transportés au niveau de AIBD. En 2020, du même mois, on est passé à 4 450 passagers. Au mois de mai de 2019, on était à 168 000 passagers. Au mois de mai de 2020, 4 800 passagers. Cela montre simplement que l'impact de la Covid sur le transport aérien était un impact réel. Avec un budget arrêté cette année à plus de 35 milliards de francs CFA en crédit de paiement et 198 milliards 305 935 533 francs CFA en autorisation d'engagement, le département du tourisme devra prendre en compte des priorités comme la diversification de l'offre touristique et la promotion de la destination Sénégal. L'objectif étant d'attirer les touristes des différents marchés émetteurs, mais également développer le tourisme interne. À cet effet, les volets investissement et aménagement touristique constituent l'axe central pour développer un tourisme intégré et ciblé autour du balnéaire, mais également du culturel, du religieux. Vous avez raison, honorable député. Je reviendrai tout à l'heure sur le tourisme religieux, qui est une dimension extrêmement importante sur laquelle nous devons travailler, mais qui demande également une démarche de précaution pour qu'on mette en avant la pédagogie.
S'agissant de l'accompagnement financier tiré du fonds Force Covid-19, les départements du tourisme et des transports aériens ont reçu plus de 60 milliards de francs CFA, initiés par le chef de l'État pour relancer l'économie sénégalaise au sortir de la crise sanitaire. 168 milliards de francs CFA seront alloués au secteur dans le cadre du PAP 2A. Merci Mohamed. Et préciser les chiffres en mai 2020, 4800 passagers ont été enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne contre 160 000 voyageurs en mai 2019. Et selon l'ONU, 235 millions de personnes dans le monde auront besoin d'une aide humanitaire en 2021, un chiffre en hausse de 40%, en raison principalement des conséquences socio-économiques de la pandémie Covid-19. Les besoins humanitaires sont montés à un record de 35 milliards de dollars en 2021. L'appel a été lancé par l'ONU et ses partenaires ce mardi. Les fonds demandés visent à aider dans 56 pays quelques 160 millions de personnes sur les 235 parmi les plus vulnérables. Je vous le disais tantôt, la libération des emprises sur le tracé du BRT Bus Rapide Transit se poursuit. Les sections 4 et 9 vont quitter les lieux. Plus de 470 personnes sont impactées. Le lancement des opérations a eu lieu ce matin. Mamadou Fall et Mohamed Djeng. Les travaux du BRT tournent en plein régime avec le lancement de la libération des emprises des sections restantes. Les engins n'ont rien laissé sur leur passage de Colobane à Liberté 6. L'objectif, maîtriser le plus tôt possible l'un des projets les plus importants du Sénégal. Le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui consiste à libérer les sections 4 à 9 du BRT. Donc nous sommes là au niveau de la place ONU pour commencer la libération des emprises. Vous avez vu, vous remarquez que c'est des maisons, voire des immeubles qui ont fait l'objet bien sûr de démolition. Les arbres également, je préfère le dire tout de suite, feront l'objet en tout cas d'abattage. Parce qu'on ne peut pas mettre la route ailleurs. Un projet d'un coût de plus de 300 milliards d'investissements avec des centaines de familles impactées. Sur les sections allant de 4, la section 4 à la section 9, on est sur 470 impactés, composés de concessions. Donc il y a 14 concessions, donc les 3 se trouvent ici, les 13 à Grand Yoff. Il y a 6 stations-service donc sur le corridor de BHS à Grand Yoff. Il y a des places d'affaires, des parkings, beaucoup de tabliers, des fleuristes et des poulaillers, donc des vendeurs de volailles. Donc toutes ces personnes ont été indemnisées pour un montant global de 2 milliards 200. Mais selon le préfet de Dakar, toutes les mesures sont prises pour sécuriser les populations et l'environnement. Nous avons en tout cas pris le maximum de garanties, mais néanmoins, la Sénélec est là. On n'est jamais suffisamment protégé. En tout état de cause, notre intention c'est de minimiser les risques et Dieu merci jusqu'à présent on touche du bois. Un projet extrêmement important va intégrer l'aménagement paysager. Concernant les tracasseries routières causées par la réalisation de ce grand projet, le préfet fait appel à la patience des Sénégalais. Pour lui, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Merci Mamadou. Allons maintenant dans le nord du Sénégal où les populations de Diatar-Alouar ont organisé une marche pour rappeler au gouvernement la promesse de construction de la route qui traverse des dizaines de villages dans le Fouta. La construction de cette route de 42 km était annoncée en 2012. 8 ans après, les travaux n'ont toujours pas démarré. Ousseynou Diop, Habib Sey. Ces populations de l'axe Diatar-Alouar ont organisé cette marche encadrée par les forces de l'ordre pour réclamer la construction de la route longue de 42 km qui traverse les villages de Mboyo, Ouakorkagi, Diamadouali, Diaou ou encore Donaï. Lors de cette manifestation, elles ont rappelé au gouvernement ses promesses de 2012. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, absolument rien n'a été fait sur l'axe Diatar-Alouar. C'est ce qu'aujourd'hui nous déplorons. Nous avions commencé déjà en 2018. Cette année, nous sommes là encore beaucoup plus mobilisés. Tout le monde s'est aujourd'hui regroupé dans ce collectif-là. Donc c'est un combat qui peut durer, mais nous attendons du gouvernement sénégalais une réponse performative. Très en colère contre le gouvernement du Sénégal et particulièrement au ministre des Finances qui, lors de son dernier discours, a encore annoncé que la pose de la première pierre aura lieu au mois de décembre. Les manifestants veulent du concret, puisque selon leur porte-parole, ils ont entendu à plusieurs reprises la même version. C'est le début immédiat
et sans délai des travaux d'exécution de l'axe Diatar-Alwar. Bien vrai que nous avons entendu le ministre lui-même des Finances dire qu'il y aura une pause de pierre au mois de décembre. On avait déjà entendu cela. On nous avait déjà promis une pause en 2012. Et aujourd'hui encore, on nous parle de pause. Nous ne sommes pas des enfants. La visite du chef de l'État, annoncée dans les jours à venir dans le Fouta, risque d'être perturbée par des populations de l'axe Diatar-Alwar. Elles l'attendent de pied ferme et menacent de passer à la vitesse supérieure prochainement, si rien n'est fait. Merci Ousseynou du Nord. Allons maintenant au sud du Sénégal. Les responsables du syndicat des corps gras annoncent que la campagne de commercialisation arachidière est biaisée. Ils demandent une meilleure régulation de la campagne lancée il y a seulement moins de 10 jours. Ils étaient en tournée à Ziguinchor. Leur porte-parole Samuel Ndour avec notre équipe. Après une semaine de campagne ici à Ziguinchor, 0 camion. La cause, nous le connaissons tous. L'année dernière, nous avons fait une mauvaise campagne à cause des rôles inversés. Parce que tous les acteurs de la filière étaient d'accord qu'il faut d'abord collecter les semences. Ensuite, l'arachide huilerie est terminé par les exportations. Malheureusement, ils avaient tous commencé par les exportations et ces derniers ont augmenté les prix. L'industrie locale a augmenté ses prix, ils ont encore augmenté. Finalement, il n'y a que la Sonacos qui a collecté l'année dernière pour 28 000 tonnes sur 150 000 tonnes d'objectifs. C'était vraiment très peu. Cette année, le syndicat a pris les devants pour alerter. Si on ne nous entend pas, mais ils seront obligés de nous mettre en ordre de bataille. Là, nous sommes prêts, après 2 semaines sans collecte, ni rien du tout, à faire une marche vers le ministère du Commerce, parce que c'est le ministère du Commerce qui délivre les DIRPA. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas encore beaucoup de graines qui sont sorties, ou bien peut-être qu'il n'y a pas de graines sorties, mais ils s'apprêtent à les faire sortir parce qu'ils disent que nous avons 1 800 000 tonnes de graines. Donc vraiment, ça fait plus de 2000 emplois permanents qui sont menacés. Donc ils risquent de laisser les graines encore sortir pour venir encore nous dire que c'est dommage. Ça, nous ne voulons pas que ça attende pour que ce problème se déverse sur nous, ensuite chercher à corriger. Restons dans le sud, la grande mosquée de Ziguinchor sera reconstruite. Le lieu de culte classé monument historique de l'UNESCO a été construit, vous le savez, dans les années 50. Aujourd'hui, le bâtiment qui menace ruine est devenu presque squelettique, ne supportant plus le poids des années. Grâce à une pluie d'indignation sur les réseaux sociaux, eh bien, la mosquée sera totalement réfectionnée. Boubacar Diassi et Lamine Mantiang. Les Ziguinchorois ont beaucoup interpellé les autorités municipales sur l'état de délabrement très avancé de la grande mosquée de Santhiaba, qui accueille pourtant les délégations officielles lors des prières de Tabaski et de Korité. Ces Ziguinchorois avaient choisi les réseaux sociaux pour mettre la pression sur l'autorité. Donc effectivement, par les réseaux sociaux, on a posté pas mal de photos pour montrer à la face du monde, n'est-ce pas, aux autorités, que la mosquée officielle, où effectivement on abrite les prières avec les autorités, le gouverneur, donc est dans un état de délabrement très avancé. Donc vraiment, ce n'était pas normal. Les nombreux appels et interpellations des Ziguinchorois ont finalement été entendus, puisque les travaux de réfection de la grande mosquée de Ziguinchor ont effectivement démarré. D'abord réhabiliter la partie prière pour ce qui concerne les dames. Nous avons aussi décidé dans le cadre des fonds propres de la mairie, et puis de réhabiliter les toilettes, de faire des toilettes pour les hommes, mais aussi de construire une morgue, et puis de faire du dallage un peu partout, de réhabiliter même à l'extérieur de la mosquée de manière à avoir quelque chose de moderne. Ce qui a été retenu par aussi bien les architectes que le bureau du monument historique, parce que cette mosquée est classée comme un monument historique. Nous avons vraiment présenté l'imam le projet et sollicité ses prières et ses recommandations pour que les travaux puissent se dérouler dans de bonnes conditions. C'est grâce à l'accompagnement des Émirats arabes unis que la grande mosquée de Ziguinchor est en train d'être réfectionnée. Elle est en réhabilitation, je peux dire en reconstruction, sous le financement des Émirats arabes unis, sur une enveloppe supérieure à 100 millions de francs CFA. Et donc l'ambassadeur est venu faire l'état des lieux, voir avec les architectes, voir avec les entrepreneurs, et puis avec les chefs religieux à qui on a confié aussi la réhabilitation, l'état des lieux et puis dégager des perspectives. La réception de cette mosquée après les travaux se fera dans les semaines à venir.
Merci Boubacar. Youssou N'Dour, invité d'honneur du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, édition 2019. Une invitation personnelle du président du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue adressée à l'artiste et membre d'honneur du CIRID. Le prix Macky Sall pour le dialogue récompense, vous le savez, les efforts de paix sur le continent africain. Et pour l'édition 2019, c'est Mama Ngina Kenyatta, la veuve de Jomo Kenyatta, qui a remporté ce prix. Voyons tout cela avec Dissa Prera et Amadouba. Pour l'édition 2019, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue va primer son excellence Mama Ngina Kenyatta. Et Youssou N'Dour, chantre de la paix en Afrique et dans le monde, membre d'honneur du CIRID, sera l'invité d'honneur. Une invitation qui lui a été personnellement adressée par le président Deo Akizimana. Je viens de recevoir l'invitation. C'est pratiquement quelque chose de naturel parce que je fais partie des membres d'honneur de ce prix. Invitation à la cérémonie officielle de remise du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure, le président Macky Sall a porté l'Afrique plusieurs fois, mais la plus récente sortie à Paris a mis tout le monde d'accord sur son message et son leadership. Le prix Macky Sall pour le dialogue institué en 2016 a pour objectif d'encourager l'esprit et les initiatives de dialogue sur le continent. Le prix sera remis à Madame Mama Ngina Kenyatta. Mama Ngina Kenyatta est une brave ancienne et première dame, la veuve du président Jomo Kenyatta, le fondateur de la nation kenyane. Et le prix lui est décerné suite aux efforts immenses, puissants qu'elle a réalisés pour réconcilier deux hommes au Kenya, le président actuel qui est son fils, Uhuru Kenyatta, et celui qui était le premier ministre du Kenya, M. Raila Odinga. Lorsque cette médiation est intervenue, le Kenya menaçait de basculer dans une guerre civile ethnique atroce. En 2018, ce prix doté d'une enveloppe de 50 000 € n'a pas été décerné, faute de candidats remplissant les critères. En 2019, les efforts de la veuve de Jomo Kenyatta pour pacifier le paysage politique au Kenya lui a valu la reconnaissance du CIRID. Merci Dissa. Triste anniversaire, ce 1er décembre, il y a 76 ans, l'armée française faisait feu sur les tirailleurs sénégalais. Ceux-ci réclamaient leur solde au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les corps des tirailleurs, formés de soldats de colonies françaises d'Afrique 202 militaires sénégalais, maliens, burkinabés et ivoiriens, entre autres, reposent au cimetière de Thiaroye. Le récit de Salif Sow. Ces hommes réprimés dans le sang avaient pour tort de réclamer le paiement de leur solde. Ce sont leurs propres frères d'armes qui avaient ouvert le feu pour ce crime lèse-majesté. Les militaires français avaient tué 202 tirailleurs sénégalais. C'était dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944. Des sculptures anonymes sont érigées dans le cimetière de Thiaroye en banlieue de Dakar. Les soldats ont été prisonniers de guerre pendant 4 ans en France. Ils devraient toucher leur salaire avant de retourner pour certains dans leur pays d'origine. Devant les tergiversations de l'armée française, un mouvement de protestation est né. Les contestataires sont tous alors fusillés, leurs corps enfouis dans des fosses communes. 70 ans après ce sinistre événement, le président français François Hollande, en visite officielle au Sénégal, a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais au cimetière de Thiaroye. Par sa voix, la France a salué la mémoire d'hommes qui portaient son uniforme et sur lesquels la même France a retourné ses fusils. Si ça les fait, une cérémonie d'hommage a été organisée au camp Thiaroye à l'initiative du collectif Thiaroye 44. La bravoure de ces anciens combattants doit être racontée à la jeune génération selon Abdoulaye Diouf, coordonnateur du festival Thiaroye 44 au micro de notre équipe dans la banlieue de Dakar. On a tendance à les oublier. Au Sénégal, ceux qui avaient en tout cas eu connaissance de ces événements les oublient. Ceux qui ne les connaissent pas, la nouvelle génération, ils ne connaissent pas. Donc je pense que pour nous, ce qui était important, c'était de faire en sorte que ces événements-là ne soient pas oubliés. Même pour ne pas qu'il y ait de l'oubli, il fallait un événement qui se passe tous les ans. Il fallait commémorer ces événements-là qui, nous pensons, sont très importants, aussi bien pour nous que pour tout le monde.
que ce soit dans l'Afrique française ouest africaine ou bien dans les pays d'Europe. Malgré que ce n'est pas dans l'esprit d'aller se venger, dans l'esprit d'aller en tout cas se battre pour quoi que ce soit, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats qui pourront aboutir. C'est en ce moment peut-être qu'il faut aller vers la révision de procès et tout ça. Mais pour le moment, je pense qu'il faut faire en sorte que les communautés s'approprient de ce problème-là. Et puis retenez que la dépouille de l'international Pape Bouba Diop, décédé dimanche, est attendue à Dakar finalement vendredi prochain. En sport, Sadio Mané nommé dans la liste des 50 joueurs pour l'élection du 11 de l'année. Le Sénégal représenté au CHAN 2021 au Cameroun par 2 arbitres. Et puis les dates de l'Afro-Basket en Égypte décalées de 2 jours au menu du round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Le basketball pour démarrer. Le calendrier des Afro-Basket des moins de 18 ans en Égypte connaît un léger changement, un décalage de quelques jours pour les compétitions qui devaient débuter ce mardi. L'Afro-Basket U18 chez les garçons, c'est maintenant du 3 au 9 décembre. Celui des filles, du 5 au 9 décembre aussi. Le désistement de certains pays qualifiés est à l'origine de ce changement de calendrier des joutes. Passons au football. Le Sénégal va être représenté au championnat d'Afrique des Nations CHAN du 16 janvier au 7 février prochain au Cameroun. Au contraire de l'équipe nationale locale non qualifiée, les arbitres Malik Samba et Issassi vont défendre les couleurs sénégalaises. Ils sont attendus au Cameroun le 9 janvier prochain pour les tests physiques, théoriques et techniques en prélude du CHAN. En attendant, l'UEFA a dévoilé la liste des 50 joueurs nommés pour l'équipe type de 2020. L'international sénégalais Sadio Mané y figure comme Mohamed Salah, les seuls Africains de la liste. Les fans vont choisir le 11 type via l'Internet. Ils peuvent voter jusqu'au mois de janvier 2021 sur le site officiel de l'UEFA. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous Aram Touré.